J'aime bien la façon de présenter les choses qu'a Jérôme Bachet dans son livre Adieu au capitalisme, quand il décrit aujourd'hui le monde en disant d'un côté il y aurait l'ancien monde et de l'autre des nouveaux mondes qui émergent. Donc les nouveaux mondes qui émergent, lui il est très influencé par... Enfin il est historien, il a vécu avec les zapatistes au Chiapas. Et du coup quand il parle à des nouveaux mondes qui émergent, il pense à ce genre de projet d'autogouvernement comme celui qu'ont développé les zapatistes. Et bien sûr, l'ancien monde, je ne vais pas m'attarder à définir ce que c'est en détail l'ancien monde, on en a beaucoup parlé depuis 2 jours, hein, mais pour donner un qualificatif globalisant, j'appellerais l'ancien monde la société capitaliste, pour faire original. Et je garde ce qualificatif-là et je me cantonne à lui, en disant que là je ne parle pas simplement d'un régime de production, mais plus largement que ça, d'un ensemble de structures, et aussi au-delà de ça, même une culture dans laquelle on baigne tous, depuis qu'on est né en gros, à des degrés différents peut-être, mais malgré tout on est tous pris dans cette culture capitaliste qui à travers le temps, dresse nos corps, qui structure nos rapports sociaux et qui alimente nos imaginaires aussi. Et donc qui à la fin constitue une certaine forme de vie, qui est la nôtre. C'est Boris Pratt qui parlait il utilisait l'expression que je trouvais marrante, qui était de quoi on est tissé en tant qu'individu, en tant que personne. Et moi je répondrais là tout de suite, là maintenant, que de fait, dans notre société, on est tissé de cette culture capitaliste, notre existence est capitaliste, on est pris dans un certain nombre de mécanismes, de logiques capitalistes. Donc là je dis que capitaliste, il faudrait bien développer tout ce que ça veut dire derrière, hein, mais j'ai pas le temps, donc j'enchaîne. Et donc j'en viens à la simplicité volontaire. Moi j'aimerais présenter la simplicité volontaire assez ambitieusement, mais de façon très théorique, comme une démarche qui consisterait à vouloir se défaire de son existence capitaliste. Un refus de cette existence-là, et donc une volonté, un travail sur soi et sur son mode de vie pour essayer de vivre selon d'autres logiques, d'essayer d'activer dans sa vie quotidienne d'autres valeurs que le système de valeurs de la société capitaliste, justement. S'extraire donc de cette culture-là, aussi bien du coup intérieurement à travers les représentations qu'on a, qu'extérieurement à travers les pratiques, les habitudes qu'on se donne quotidiennement. Et donc voilà, la simplicité volontaire, pour moi, cherche à faire ça. Il y a ce refus-là de participer à une société productiviste, à une culture libérale, une économie libérale, de refuser de consommer le monde comme ça. Tout un ensemble de choses qu'on pourrait décliner dans les différentes dimensions de l'existence de chacun. Et alors pourquoi les simplicitaires, comme on peut les appeler, ont à cœur de faire ça? Pour moi, il y a un principe éthique qui est au cœur de leur démarche, que j'appelle simplement un principe de cohérence. On cherche à vivre selon les valeurs qu'on reconnaît comme étant les bonnes, et on travaille sur soi, on travaille sur son mode de vie pour actualiser ces valeurs-là le plus possible, à son échelle déjà dans un premier temps. Ici et maintenant, on cherche à... On refuse de continuer à vivre au sein des contextes que l'on condamne, et on cherche du coup à construire autre chose juste pour s'extirper de ces choses auxquelles on ne veut plus participer parce qu'on sait à quel point c'est néfaste, que ce soit pour soi, que ce soit pour les autres, ou que ce soit pour le monde en général. Donc voilà, moi j'aime bien, ça me plaît de présenter la simplicité volontaire comme ça, comme un travail pour se donner les moyens de cesser d'être captif de ce que par ailleurs on condamne. Et ça, pour moi, ça implique une autre caractéristique de la simplicité volontaire, qui serait que c'est en fait une attitude critique. C'est-à-dire, il y a un véritable travail pour élaborer une certaine lucidité. D'abord, on va certes être toujours baigné dans cette culture, mais on travaille à une certaine lucidité. Et à force de remettre en question un certain nombre d'éléments
qui jonchent notre quotidien, on en vient à déconstruire un certain nombre de choses et à peut-être potentiellement pouvoir, en détruisant certaines choses, en construire d'autres ailleurs. Et donc dans la tradition, enfin dans les grands thèmes de la simplicité volontaire, qui sont totalement parallèles au thème de la décroissance, puisqu'on peut considérer que la simplicité volontaire c'est un peu l'application dans son mode de vie des principes et des valeurs de la décroissance. Et il y a essayer de transformer son rapport à la consommation, comment on se vêtit, son rapport à l'argent, son rapport au temps, même son rapport à l'espace bien sûr, son rapport au corps, à la nature en général. Tout ça, tous les éléments qui composent notre vie, l'ordinaire de notre vie en fait, qui doivent être interrogés, qui doivent être secoués, critiqués, et potentiellement du coup certaines pratiques qui doivent être mises de côté et d'autres qui doivent émerger. Et là il y a toute une imagination éthique à avoir pour réinventer autre chose, d'autres modes de vie, d'autres façons de faire, d'autres façons de se lier. Bref, transformer son rapport à soi-même, son rapport aux autres et son rapport au monde, en gros, pour le dire très schématiquement. Un dernier élément pour définir la simplicité volontaire. Pourquoi simplicité, hein? C'est pas juste faire la même chose en moins, la simplicité, être simple, c'est pas faire consommer moins, c'est pas... Non, c'est un... Comme le dit Pierre Rabhi, qui parle lui de sobriété heureuse, c'est un changement de paradigme dans son mode de vie un petit peu. Et donc, simplicité pour moi ça vient là parce que c'est une volonté de se mettre en rupture avec un principe qui est le principe, l'un des grands principes moteurs pour moi de la société capitaliste, qui est le toujours plus. Il faut toujours plus consommer car il faut toujours plus produire car nos théories économiques sont croissantistes et donc il faut toujours plus. Il faut accumuler toujours plus d'objets pour être reconnu socialement. Enfin voilà, ce toujours plus est déclinable de nombreuses façons dans notre société et donc contre ce toujours plus là, les simplicitaires essaient de penser un assez. J'ai assez de ci, j'ai assez de ça. De quoi est-ce que j'ai véritablement besoin pour bien vivre, sans être dans l'insoutenabilité, sans être dans l'injustice. Essayer de trouver un mode de vie comme ça qui ne coûte à personne et qui permette à soi d'être bien en gros. Donc voilà, j'ai donné 4 éléments, 4 éléments de définition. Il y a la dimension personnelle, donc c'est une attitude, une démarche personnelle, le principe de cohérence, l'attitude critique, et ce refus du toujours plus. En quoi ça m'a intéressé, moi, c'est que je trouvais ça vachement intéressant de faire une sorte de critique politique au prisme de son mode de vie à soi. C'est-à-dire, on peut vraiment lire l'action d'un simplicité volontaire comme une critique en acte, où à la place de juste être très remonté contre le productivisme, par exemple, on va chercher d'un côté à vraiment voir dans son quotidien tout ce qui découle de la société productiviste, et on va chercher à inventer autre chose. Et donc moi ça m'a intéressé de faire une lecture un petit peu de comment il voyait le monde. Moi c'était un peu comme ça que j'ai découvert la décroissance aussi, hein. Et donc j'étais très intéressé. Ça peut peut-être sembler banal à un certain nombre d'entre vous qui êtes assez expérimentés là-dedans, mais moi ça m'a pas mal apporté. Et au-delà de ça, en fait, c'est quelque chose de très, on pourrait dire, de très modeste. L'action personnelle ou le changement personnel, mais moi je perçois que c'est quand même ça permet de trouver de la puissance d'agir aussi, parce qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose de très abstrait, de très lointain. On est en train de parler de ce qui nous entoure en fait. J'accélère. Donc voilà, cette question de l'ordinaire, ça m'a beaucoup intéressé. Le fait de partir de l'ordinaire pour faire de la politique, je trouvais ça intéressant. La dimension expérimentatoire était aussi très intéressante, hein, essayer de changer, d'inventer autre chose, de mettre sa créativité au service de la façon dont on vit, je trouvais ça chouette. Et un dernier point, c'était en gros que ça permet, c'était une politisation des questions anthropologiques pour moi. La façon dont on vit est une question politique. Je crois que c'est d'ailleurs un thème, un peu un thème d'une festive précédente. C'était le sens de la vie est une question politique. Et en effet, dans une société où on a du mal à trouver du sens, tout ça, réinterroger son quotidien et chercher à vivre autrement, c'est un moyen intéressant, je trouve, de poser les questions anthropologiques et de les politiser surtout. Je m'étais où ? 5 minutes. Ok. J'en passe au moment où maintenant je rends compte de quelques écueils que j'ai rencontrés.
dans la pratique de la simplicité volontaire. Donc là, on sort de la théorie, et on regarde un petit peu ce que les gens en font concrètement de cette simplicité volontaire. Car si on peut considérer à certains égards que la simplicité volontaire peut être un chemin pour se politiser, c'est un chemin qui est semé d'embûches, à mon avis, comme le débat d'hier en témoignait, le débat mouvant. Première chose, c'est que là où moi j'essaie de donner quelque chose de très radical dans les principes, c'est-à-dire c'est vraiment une rupture avec la culture et le monde capitaliste. Dans la pratique, on rencontre un certain nombre de pseudo-alternatives et on ne sait pas trop quand dire qui est simplicitaire, qui ne l'est pas. Il n'y a pas de seuil de radicalité, ce qui fait qu'aujourd'hui ça a été pour moi grandement récupéré et un certain nombre de gens se disent aujourd'hui alternatifs, alors que finalement ils ne font que additionner quelques pratiques un petit peu vertes, on va dire, et cocher des cases du style je fais mon compost, je fais mon jardin, j'arrête de prendre ma voiture, un ensemble de choses comme ça qui implique un travail sur soi. Et ce travail sur soi non plus n'est pas un développement personnel. Ça, c'est une autre critique que j'apporte, c'est que là où le développement personnel, plutôt dans l'autre sens. Moi, je perçois que aujourd'hui, la simplicité volontaire a été imbibée par la culture libérale, et que là où on est censé se travailler sur soi pour vraiment inventer autre chose et s'en remettre à un autre système de valeurs, on travaille beaucoup sur soi aujourd'hui pour se purifier soi, pour se déculpabiliser, et également il y en a d'autres qui aussi travaillent dans le sens plus de se transformer eux pour s'acclimater au monde qui va mal. Donc c'est se changer pour accepter l'ordre du monde plutôt que de vouloir se changer pour transformer le monde, quoi. Pour le dernier point, je repartirai de l'anecdotique fable du colibri là, qui ressort à toutes les sauces, que Pierre Rabhi, qui est très influent dans ces milieux de la sobriété heureuse et de la simplicité volontaire, aime à rappeler systématiquement. Et juste la partie, la fin, où le colibri dit oui, mais je fais ma part avec sa goutte d'eau qu'il plante dans le feu. Pour moi, là, il y a deux écueils très importants, qui sont d'un côté l'écueil individualiste et de l'autre la dépolitisation, qui sont intimement liés les deux. C'est-à-dire que le colibri, il fait sa part, il la fait tout seul. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la simplicité volontaire quand on l'envisage trop comme une pratique qui serait vraiment individuelle, ou en changeant moi mes pratiques, on pourrait, ça changerait quelque chose, alors que l'enjeu pour moi c'est de comprendre qu'on vient d'une culture individualiste et qu'on cherche à en sortir, à vivre autrement. Et du coup, ça implique là où on sort de l'individualisme, c'est pour entrer dans des versions plus collectives, et du coup repartir sur des pratiques individuelles presque systématiquement. Là, il y a un souci. Et au-delà de ça, politiquement, la politique que propose Pierre Rabhi dans ses écrits, elle est peut-être condensée dans cette phrase. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a une sorte de non-expliqué. Enfin, il ne développe pas sur les enjeux politiques, sur les rapports de force. Et donc tout ce qu'il dit de politique, c'est le politique, ce serait l'addition de toutes les parts individuelles, de toutes les gouttes d'eau. Là où fondamentalement, pour moi, le politique, c'est plus ne pas additionner des parts individuelles, mais commencer à travailler ensemble, en groupe, en collectif. Donc, de par cette vision individualisée qu'il a, ce prisme individualiste dont il n'arrive pas à se dégager, on en vient à des pratiques qui sont elles-mêmes individuelles et qui sont dépolitisantes, là où la simplicité volontaire, selon moi bien comprise, elle est plus un point de départ vers des actions collectives. Voilà. J'ai pas fini, mais est-ce que j'ai encore 2 minutes ? À la fin, le colibri, il meurt d'épuisement aussi, si je peux me permettre. Oui. Oui. Et certains sont rôtis. Donc alors je réponds brièvement à la question que j'ai posée au début.
Que vaut la simplicité volontaire comme mode d'action pour enclencher une dynamique comme une trajectoire de décroissance? Et ben, je dirais que cette pensée qui est quand même, c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est parce que j'ai l'impression que ça a quand même pas mal infusé, que l'action individuelle revient très systématiquement quand on pose la question que faire. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui prennent cette fable du colibri comme une sorte de stratégie à part entière qui tiendrait la route. Là où pour moi il faut totalement l'abandonner, c'est-à-dire que non, ce n'est pas en changeant tous nos modes de vie individuels que on arrivera à une transformation sociale. Une accumulation de transformations individuelles n'est pas une transformation sociale. D'autant plus que là il s'agit de... En plus c'est sous-tendu par des croyances en une sorte de théorie de l'essaimage où en se faisant soi-même un exemple par relation interpersonnelle, on en viendrait à une diffusion de ce genre de mode de vie qui peut-être pourrait infuser toute la France. Et pour moi, ce genre de schéma de pensée, c'est une négation totale de comment fonctionne la société, des rapports de force, des rapports de pouvoir, du fait qu'il y ait des intérêts contradictoires, du fait qu'il y ait des grands décideurs qui ne suffira pas de leur montrer l'exemple pour qu'eux, ils décident eux-mêmes de devenir antiproductivistes ou quoi que ce soit. Et donc, il faut... Stratégiquement, il faut arrêter de penser comme ça unilatéralement. Là où Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut virer tout travail sur soi et la simplicité volontaire et ne plus en parler? Je pense pas. Je pense qu'elle a beaucoup à apporter parce que justement c'est un point de départ. C'est comme je disais tout à l'heure, je trouve ça intéressant de partir de son quotidien et ça politise en ce sens-là. Et donc moi je préfère penser en termes de complémentarité, mais comme ça a été déjà dit plusieurs fois, hein, je vais pas m'attarder longtemps. Il faut travailler sur soi, il faut travailler en groupe et il faut aussi bien sûr commencer à avoir des pratiques, s'engager politiquement. Et ça doit s'articuler, c'est différentes échelles qui doivent s'articuler et il y a aussi différents modes d'action qui doivent s'articuler. Et c'est seulement à travers cette articulation que pour moi on tend vers une stratégie d'enclenchement de dynamique de rupture qui tienne la route. Je m'arrête là parce que... Bravo.